Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, déjà 5 ans, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu, pour l'avoir vécu, que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas aussi à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20 qui est totalement gratuite, qui s'appelle les 4 piliers de l'indépendance financière. Elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore au quotidien pour vivre cette belle liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et aussi sur mon Instagram. Le lien dans la bio de mon Instagram, il y a beaucoup de gens qui les trouvent ici. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir depuis 5 ans que je vous retrouve dans cet épisode. Et ce matin, je me le disais encore, quelle chance j'ai d'enregistrer des podcasts. Alors, il va être entrecoupé celui-là parce que j'ai, je sais pas si ça s'entend déjà, mais j'ai la gorge enrouée ce matin. Et c'est comme ça. Bon, ça tombe aujourd'hui, le jour d'enregistrement du podcast. Les journées sont bien chargées, donc je ne peux pas le différer. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, il y aura peut-être des cuts, justement. Et ça commence. On va commencer par un premier, tout de suite. Et je vous le disais, on commence par un premier cut, tout de suite. C'est un grand moment ce matin, j'ai la gorge enrouée. Ça va bien avec l'automne. Donc, je vous disais que c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Et je vais commencer, comme je le fais à tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Amine, Branck, Victor, John, Olivier, Julien, Clément, La Boule Noire, Yann, Jérémy et Quentin. Merci à vous tous. Nous sommes 5436 sur YouTube. La petite chaîne qui monte petit à petit, 467 notes sur Apple Podcast. Donc un grand merci à vous. Il y a une note de plus avec un commentaire 5 étoiles de Matt qui nous dit un commentaire qui résume bien ce podcast pour les rêveurs et aussi pour ceux qui en veulent plus. Ça m'a touché ce petit message parce que ça résume bien le podcast de la dernière quinzaine sur lequel on va avoir le temps de longuement revenir. Mais voilà, on peut être un rêveur qui passe à l'action, voilà, qui décide d'avancer pour ses rêves et aussi en vouloir plus. On va avoir le temps d'en parler. Et je vous le rappelle, je vous le disais, le plus simple, si vous avez envie de me contacter, de m'envoyer un petit message, de me poser une question, c'est de le faire sur mon seul et unique compte Instagram, Une vie de liberté, où vous retrouvez aussi, c'est peut-être des fois le plus simple pour tous les liens des coachings, des formations, des événements, de tout ce qu'on fait. Le lien dans la bio de mon Insta. C'est assez pratique. Sinon, vous retrouvez tout sur le site internet www.abinvest.net. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. J'essaye, je dis pas que je le fais tout le temps, mais j'essaye de partager du contenu en story et d'être là un peu tous les jours. Donc voilà, et merci encore à vous tous qui prenez le temps de liker, de commenter ce podcast. C'est aussi vous qui le faites vivre. Et je vous propose de passer tout de suite à la rubrique News. Cette semaine, pas mal de choses que j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression d'ailleurs, on va commencer par ça, mais de le dire chaque semaine dans le podcast. Et j'ai vraiment envie de donner de la force parce que y a beaucoup de marchands de biens qui m'écoutent. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers. Et moi, j'ai le sentiment que ça rebouge. Ça rebouge même plutôt bien. On a signé récemment, nous, un terrain pour faire de la division foncière. C'est pas le plus simple en ce moment, on va pas se mentir. Faut bien faire les choses comme il faut. Par contre, le bon point qu'on a, c'est que comme les terrains sont plus difficiles à vendre, puisque forcément, il y a une grosse inflation sur le prix des matériaux, les constructeurs de maisons individuelles ont beaucoup souffert, mais ça permet de faire quand même des belles négos sur les terrains parce que ça traîne. Donc nous, on a rentré un terrain, on a un peu de difficulté pour les autorisations administratives, disons-nous, pour le diviser, mais enfin, on est dans notre cœur de métier, donc on devrait quand même y arriver, même si c'est un petit peu long.
Et récemment, on a rentré 2 immeubles aussi qu'on va en partie rénover, rediviser, sûrement mettre en copro, revendre. On est encore en train de se poser des questions. Pour l'instant, on est en train de faire chiffrer précisément tout le projet. Mais voilà, on rentre du projet de marchand de biens qui est quand même normalement bien acheté. Donc voilà, ça bouge, ça fait du bien. Et c'est pour donner aussi un peu de la force. Hier, j'avais encore mon pote Max, que je salue, qui est marchand aussi comme moi, qui me disait que c'était un petit peu difficile pour beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de marchands qui ont perdu de l'argent dans ces périodes-là. Et même nous, on n'est pas des surhommes. On a 2 OP où il y avait une part de division foncière. Il y en a une qu'on clôture à 0. C'est la première fois que ça m'arrive. Et l'autre, ça va dépendre de quand est-ce qu'on signe effectivement, mais ça va se jouer à pas grand-chose. Et en soi, l'opération serait rentable. Mais quand on met les frais bancaires, je pense qu'on sera pour la première fois en perte. Alors c'est une toute petite perte, mais c'est une opération qu'on avait signée à 17 ou 18% de marge, je crois, qui était vraiment ficelée. Et en fait, on a perdu l'acquéreur du terrain. On devait avoir un acquéreur qui était tout tracé. Ça l'a pas fait et du coup, ça a fait un peu décaler. Si on avait eu cet acquéreur au départ, on aurait gagné. Là, on l'a pas eu, le terrain a un peu traîné. C'est des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'il faut faire super attention et que, encore une fois, on pourra en parler longuement dans ce podcast, mais des fables de La Fontaine, alors je crois qu'elles ont quasiment, je sais plus, je vais me ridiculiser peut-être, mais pas loin de 500 ans, les fables de La Fontaine, je pense. 300 ou 500 ans en tout cas. Et remarquez, on peut le vérifier en direct, comme ça au moins de quand elles datent, nos fables de La Fontaine, mais j'ai l'impression de revivre vraiment à la fois le lièvre et la tortue, et à la fois la cigale et la fourmi. J'étais pas trop mal. 1668, les fables de La Fontaine. Donc elles ont pas loin de 400 ans. J'étais entre les deux. Et j'ai l'impression vraiment dans le domaine du marchand de biens de revoir beaucoup et la cigale et la fourmi et le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et prévoir pour les bonnes années, prévoir pour les années un peu plus difficiles. Mais voilà, après les 2 années qu'on a traversées, semblerait que ça rebouge bien. Et c'est aussi pourquoi j'aime être un investisseur pluridisciplinaire, que j'ai une grosse partie de mon patrimoine en bourse aujourd'hui, plus de 40%. Parce que voilà, si la bourse a été moribonde l'année 2022, là on vit quand même des moments exceptionnels. J'ai pas de boule de cristal sur la bourse. Je peux juste te dire que quand on a des fortes convictions, quand on est fortement investi et qu'on fait les choses comme il faut, c'est pour ça que je vais pas commencer à vous upseller. Remarquez, le podcast est gratuit, donc je ne sais pas si on peut parler d'upsell, mais c'est pour ça que j'ai sorti Bourse Exponentielle aussi, pour rendre leur souveraineté aux investisseurs et qu'ils arrêtent de se faire plumer et de faire des bêtises. Mais quand on a un horizon long terme, et dans la vie, je vous encourage vraiment à avoir un horizon de placement long terme, ça fait des merveilles. Et voilà, il faut dire aussi quand ça va bien et quand c'est trop cool. Et des années comme celles qu'on vit en bourse, c'est extrêmement puissant et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est toutes des choses qui sont complémentaires. La crypto aussi dans une moindre mesure. Mais dans un patrimoine d'investisseurs avisés, je pense qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc, c'est une certitude. Et voilà, quand il y a quelque chose qui va un peu moins bien, c'est cyclique et des cycles qui bougent pas en même temps. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se met bien. Et justement, si vous voulez parler de tout ça, si vous avez des difficultés en marchand, si vous voulez avancer, avoir aussi des tips, aussi en division foncière, notre mastermind marchand de biens, esprit marchand de biens avec Benjamin, il est une seule fois par an, c'est 2 jours, ce sera les 26 et 27 juin, vous avez le lien dans la bio pour vous inscrire. On a déjà une bonne partie des places qui sont parties. Ce sera à cheval entre la division foncière et le marchand de biens, parce qu'aujourd'hui on en fait de plus en plus. Et on colle aussi à l'ère du temps. La division foncière, c'est super, mais c'est du travail de longue haleine. Aujourd'hui, ça permet de faire de belles négos, le fait que le marché soit un peu plus compliqué, mais il faut aussi savoir faire du marchand. Donc, on pourra parler de tout ça les 26 et 27 juin. Et si tout va bien, on croise les doigts, mais ça devrait être dans nos beaux bureaux. Donc, ça sera, je pense, exceptionnel dans nos beaux futurs bureaux, où la construction démarre au moment où vous écoutez ce podcast. Là, il y a eu toutes les démolitions. La maison qu'on avait présentée en vlog, elle est par terre. Et on va commencer à ériger le bâtiment. Mais ne vous inquiétez pas, on vous montrera tout ça.
Tant que je suis dans les masterminds, on a sorti tous les séminaires des gentlemen pour 2025. Vous avez le lien en description des plateformes de podcast, vous avez le lien dans la bio de mon Insta, vous l'avez sur le site internet de AB Investissement, ma société de marchand de biens. Dans l'ordre, on aura du MMA à Alès au mois de mars, on aura du kitesurf en avril à Port-le-Cat et on aura du surf en juin à Biscarrosse. Tous les événements sont dispo. N'hésitez pas à aller voir ça. Et voilà, ça fera vraiment du bien. Ça fera vraiment du bien. Je voulais vous dire un petit mot aussi sur cette petite fatigue de rentrer dans l'hiver. Le point santé de tonton. Bah oui, j'ai passé la quarantaine maintenant. Je vais sur mes 43 à la fin de l'année. Donc, il faut prendre soin de sa santé. Et je vous en parlerai encore aussi à un moment dans le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Mais voilà, on sait qu'on rentre dans l'hiver en ce moment. C'est moins facile. Vous l'avez vu, je vous ai dit, ça va être le championnat de France de cut, je pense, ce podcast, parce que j'ai la gorge en feu. Mais c'est pas grave. Un bon podcast, il en faut plus pour arrêter tonton. Mais voilà, on sait qu'on rentre dans l'hiver. On sait que la fatigue est là. La nuit va tomber beaucoup plus tôt. Moi qui avais l'habitude de faire mes 10 000 pas, je me rends compte déjà juste que c'est déjà un peu plus difficile, donc j'ai mis un tapis de marche à la maison, mais je me suis équipé. J'ai une petite cape de pluie, et oui. J'ai un parapluie, j'ai maintenant une petite paire de gants que j'avais acheté l'année dernière. Vraiment tout pour que, quoi qu'il arrive, j'aille faire mes pas, j'aille marcher quand même, et je me laisse pas arrêter. Et voilà, c'est facile de faire du sport quand c'est l'été, de faire attention, mais voilà, continuez bien à prendre soin de vous en rentrant dans l'hiver, parce qu'à chaque fois, nous on le voit sur les événements, sur les parenthèses indépendance, les gens sont claqués et c'est pas juste un conseil santé, c'est un conseil investissement, parce que si vous n'avez pas la forme, vous arrêterez d'investir, vous allez encore peut-être lâcher sur les visites, peut-être lâcher sur les invests, être un peu plus fatigué, remettre à plus tard et ainsi de suite. Et en vrai, le temps défile et c'est marrant, j'ai eu beaucoup d'investisseurs aussi qui m'ont écrit ces derniers temps en me disant « Oh, tonton, bourse exponentielle, c'est trop bien. Je pense que je vais la commencer l'année prochaine parce que là, je suis dans mes investissements et l'année prochaine, je devrais m'y mettre. » Mais s'il y a bien un truc pour lequel il ne faut pas attendre, alors c'est facile à dire, vous ne pouvez pas tout faire en même temps, mais la bourse, c'est tellement 5 minutes par mois que je trouve que c'est vraiment le dernier truc à différer. Mais en bourse comme en IMO, il ne faut pas attendre pour acheter, il faut acheter et attendre. Donc, quand on est fatigué, on a moins envie de se former, on a moins envie de sortir en visite, on a moins envie d'avancer. Et faites en sorte que les 6 mois d'hiver, parce qu'on n'en est pas loin quand même. Quand on y rentre en octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait mine de rien entre 4 et 5 mois qui sont un peu moribonds. Si vous vous dites « non, je me repose pendant 4 à 5 mois », c'est 4 à 5 mois de plus où vous retardez votre indépendance financière. Donc voilà. Prenez soin de vous, continuez d'aller au sport, continuez à bien vous alimenter, bien dormir et faites gaffe dans cette période parce que voilà, on repart dans les mauvais jours souvent, on aura peut-être un peu moins le moral et ça aura de la répercussion sur vos invests, sur votre indépendance, sur tout ce que vous voulez faire. Donc, on ne se laisse pas abattre. Encore quelques petites news. Pareil, prochain coaching intensif, nouveau départ. Vous savez qu'avec Fab, on en fait plus que 2 par an. Donc, nouveau départ, c'est mon podcast 100% PNL que j'anime avec Fabien, qui sort une fois tous les 15 jours sur YouTube. Pareil, vous avez tous les liens de la chaîne YouTube dans ma bio Insta, si vous n'avez jamais écouté ça. Un podcast vraiment orienté 100% dev perso et surtout 100% accompagnement PNL. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a 3 ans maintenant, qui m'a énormément aidé. Et on a notre amie, notre partenaire Sylvie, qui réalise aussi les coachings pour les participants. Et 2 fois par an, on fait venir une dizaine de personnes pour les coacher sur 2 jours, vraiment, sur leur développement personnel, l'atteinte de leurs objectifs, les défis qu'ils ont à relever dans leur vie. Le prochain, ce sera les 19 et 20 juin, que je dise pas de bêtises. J'ai noté 19 et 21 juin. Non, c'est pas possible, c'est pas sur 3 jours. Je vais aller vite regarder ça. J'ai pas toutes les dates en tête, ce sera les 19 et 20 juin, pardon. 19 et 20 juin 2025. Et la prochaine date, après, sera au mois de novembre. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. N'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera vraiment chouette. Encore quelques news. J'ai enfin réussi, ça je vous en parle plus dans le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, mais normalement, je croise les doigts, mais j'ai enfin réussi à financer une opération d'OBO, où j'arrive dans un stade
ma carrière d'investisseur où je me rachète certains de mes biens. Donc, je les possédais en nom propre, Anthony Poncet, et je les rachète avec certaines de mes sociétés. C'est des opérations qui ne sont pas faciles à faire, qui sont très intéressantes d'un point de vue patrimonial, qui sont intéressantes d'un point de vue de relever de la dette et aussi de pouvoir récupérer une partie de la trésorerie de certaines sociétés. Ça peut être très, très intéressant. Je détaille ça vraiment en détail, dans le podcast privé des Gentlemen Investisseurs. Mais voilà, quand je vous dis ne lâchez pas, continuez d'avancer, faites plusieurs banques. J'ai fait 9 banques pour cette OBO. Et j'ai eu normalement un accord en banque privée dans la 9e banque. Voilà, c'est tout le dossier est en montage. Normalement, il n'y a plus de doute, ça doit aller au bout. Mais voilà, et surtout que c'est un petit dossier. C'est une maison à 250 000 euros, donc c'est pas non plus un truc énorme. Mais c'est des opérations en France où on n'a pas beaucoup l'habitude de faire ça. Il faut bien les expliquer. C'est pas simple, mais encore une fois, voilà, faut pas lâcher et on finit par y arriver. Donc, je voulais partager cette belle victoire avec vous. Et pour ceux que ça intéresse vraiment de rentrer dans les détails de ces chiffres, j'en parle beaucoup dans le podcast privé des Gentlemen Investisseurs sur notre Patreon. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. D'ailleurs, je profite du podcast pour vous dire que pour le Black Friday, on fera une promo sur le Patreon des Gentlemen Investisseurs. Donc, au moment où vous écoutez ce podcast, ça sera dans un mois. Ça sera intéressant. On fera une réduction sur l'abonnement annuel pour tous les gens qui ne sont pas encore inscrits, qui veulent s'inscrire. Je pense que ce sera vraiment intéressant. J'ai encore 3 petites news. Je vais participer au séminaire Live Mastermind de William Costa. William Costa, c'est un de mes copains qui a 2 rentes compagnie avec ses autres associés. Ça sera le 16 novembre. C'est un mastermind qu'ils font entièrement en ligne. Pour ça, ils ont loué un château autour de Rennes, si je dis pas de bêtises. Et moi, je serai en direct de mon studio. Je serai à la maison pour le coup. Je me déplace pas jusqu'à Rennes. Donc, je serai en live. Ça sera à partir de 9h, je crois. Donc, de 9h le 16 novembre. C'est un samedi matin. Et voilà, si vous voulez me voir, il y aura des interventions toute la journée. Il y a quasiment tout Instagram de l'investissement. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. Et moi, je vais faire une intervention plutôt sur le mindset de l'investisseur dans cette thématique. Il y a plusieurs autres personnes qui vont intervenir avec moi. Donc voilà, si ça vous dit, un séminaire en ligne toute la journée pour vous former gratuitement. Connaissant William, je sais que ce sera de grande qualité. C'est pour ça que à chaque fois, je participe à ces séminaires. Et puis, ça m'arrangeait bien parce que j'en ai fait beaucoup à Rennes. Et quand on habite le Massif central, voilà, quand j'habite à côté de Saint-Étienne-Rennes, c'est quand même une aventure. Donc, j'étais content cette fois-ci de pouvoir le faire à distance. Donc voilà, 16 novembre, à partir de 9h, si vous voulez me voir. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, je l'avais mis dans mes notes, mais en ce moment, on fait des semaines, enfin une année de bourse qui est exceptionnelle, pour ne pas dire bourse exponentielle, jeu de mots, mais on est récompensé d'avoir tenu bon. Pour les gens qui, en 2022, avaient des doutes. Déjà, il y a des gens qui investissaient depuis longtemps, mais qui, en 2020, avaient eu peur pendant la crise sanitaire, qui ont tenu bon en 2022 pendant toute cette année de baisse. Et ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai pas de boule de cristal à court terme en bourse. Je ne sais pas comment sera le futur à court terme. Mais quand je vois ce qui s'est passé, par exemple, pour Tesla ces dernières semaines où ils ont réussi à récupérer encore un lanceur, les États-Unis, la Chine, le monde entier, il y a des pays qui investissent énormément quand... Je ne veux pas encore faire du French bashing, mais voilà, quand nous, on en est encore à réglementer sur des âneries ou vraiment à se regarder le nombril, il y a des pays qui, eux, réalisent de grandes choses en matière technologique. Je veux dire, récupérer des lanceurs de fusées, c'est des choses qu'on considérait comme du consommable. Aujourd'hui, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour le futur du développement du spatial, pour les satellites, pour plein de choses, c'est exceptionnel ce qui se passe. Et la bourse l'a mesuré d'ailleurs, parce qu'elle a très très bien réagi à tout ce qui s'est passé. En France, nous, on en est à dire que tout va mal, mais quand on dézoome et qu'on regarde comme le monde progresse, comme l'humanité progresse, j'aurais tendance, je n'irai pas jusqu'à dire que tout va bien, mais tout va mieux, et je pense que
On se dirige vraiment vers des très très belles choses. Et voilà, quand on a investi sur la bourse, je le redis encore, mais on a investi sur ce que le meilleur de l'humain peut produire, à mon sens. Donc, encore une fois, fuyez un peu les catastrophistes sur le long terme, les gens qui vous parlent de décroissance, qui vous parlent de fin du monde. Je pense que c'est des visions différentes de voir les choses, mais je pense vraiment qu'on s'oriente plus vers de l'adaptation de l'humain à son environnement. La technologie va répondre à beaucoup, beaucoup de nos problématiques. Et voilà, je suis beaucoup plus de cette team-là, de se bouger, d'avancer, de créer des nouvelles choses. C'est ça quand on est entrepreneur. Et justement, quand on est investi en bourse, on capte la valeur des entrepreneurs. Et on a été extrêmement récompensé. Pour vous dire, mes investissements boursiers depuis vraiment le 2019, donc je parle même pas du plus bas de la crise Covid, je parle de 2019, on est en x2. Donc attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Mais voilà, pendant que les gens hurlaient à la décroissance, à la fin du monde, à la fin du capitalisme, à la fin des investissements, toutes ces années, il y a des gens qui ont tenu bon et au final, voilà, on double notre patrimoine en bourse. Et je pense que c'est pas fini. Et quand on double quelque chose qui a déjà doublé, on fait x4. Et quand on redouble quelque chose qui a fait x4, on fait x8. Et ça s'appelle une exponentielle. Et voilà, faut être investi pour le vivre. Mais ça fait du bien quand on est skin in the game, comme on dit. Et la dernière chose, c'est notre mastermind entrepreneuriat. Il y a la moitié des places qui ont trouvé preneur. Il aura lieu les 16 et 17 janvier. C'est vraiment le tout prochain événement où il reste encore des places. Un mastermind, si vous avez un business, si vous n'avez encore pas de business, que vous voulez passer à l'action, si vous voulez scaler, si vous ne savez pas comment avoir des salariés, si vous êtes comme moi, que vous voulez surtout pas de salariés, on aura des entrepreneurs pour répondre à toutes vos questions. Des gens qui ont démarré un business sur Internet, sur Amazon à partir de rien du tout, des marchands de biens, des entrepreneurs comme Fab qui ont plus d'une 50aine de salariés dans l'événementiel, dans l'enseignement supérieur. On aura un entrepreneur qui a racheté plusieurs business, un pote, Alex, et qui a fait des multiples de x10 sur ses reventes, avec des reventes à plusieurs millions d'euros. Donc ça va être exceptionnel, il y en aura pour tous les goûts, c'est les 16 et 17 janvier. Encore une fois, vous avez le lien dans la description de l'épisode et sur toutes les plateformes. Et après un tout sautement qui a été coupé au montage, je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine que j'avais appelé « Je suis complet ». Et d'ailleurs, c'est drôle, mais quand je suis allé voir, je crois au bout de 2 jours, les écoutes du podcast, je ne vais quasiment jamais les voir, enfin, sauf une fois par semaine, mais je regarde que YouTube. Je regarde très peu les plateformes de podcast. Et en fait, je me rends compte que le podcast est écouté à peine pour 20% sur YouTube et 80% sur les plateformes de podcast. Et je crois qu'au bout de 2 jours, on était déjà à 3000 écoutes du podcast. Et je me disais, heureusement que quand j'enregistre ces épisodes, je me prends vraiment pas la tête. J'ai pas l'impression que je me rends jamais compte que c'est écouté autant. Et je pense que c'est peut-être bien parce que peut-être que je me prendrais même plus la tête pour les préparer ou je sais pas, ou que je me mettrais plus de pression. Et c'est toujours cool de les enregistrer dans mon petit bureau où je suis tout seul, voilà, où il se passe, je suis dans mon intimité, mais voilà, au bout d'un moment, vous l'écoutez tous. Donc, bonjour à tous. Je sais qu'il y a eu pas mal de petits nouveaux en plus ces derniers temps, donc bienvenue à tous sur le podcast. Une vie de liberté, la forme n'a pas beaucoup changé en 5 ans. Il y a toujours ce qu'on a fêté les 5 ans du podcast. Voilà, c'est au mois d'octobre, avec toujours les news, le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, parce que j'ai toujours voulu que ce soit un vrai rendez-vous, une émission longue où on vient pas juste chercher de la valeur dans le sujet de la semaine, mais que la valeur, elle soit disséminée un peu partout, dans tout le podcast, dans les news qui est de la valeur, dans le retour sur le podcast de la dernière quinzaine qui est de la valeur, mais que ce soit un vrai rendez-vous ensemble qu'on prenne, et pas juste un truc où on consomme la vidéo, mais un peu une pause. C'est pour ça que j'en fais qu'un tous les 15 jours aussi, pour pas surcharger, mais que ce soit un vrai rendez-vous. Et je me rends pas compte au final que ça a pu fédérer autant de gens, et je pense que c'est pas plus mal. Donc encore une fois, merci à tous, vraiment. On va reprendre un premier message d'Amine. Amine qui me dit, et qui m'a vraiment fait plaisir, tes podcasts sont une vraie thérapie.
Tu as réussi à me faire verser une larme. La reconnaissance, la gratitude, c'est le vrai bonheur. Moi aussi, j'étais en colère à l'instant par rapport à un locataire. Je n'avais pas réalisé que je devais être reconnaissant. Je suis propriétaire, j'ai un patrimoine à 6 chiffres, ce qui était inimaginable il y a 3 ans. Merci pour tes podcasts. Alors, bon, j'ai pas lu le message d'Amine hein, pour la pommade et qui fait vraiment très plaisir. Merci à toi, ça me va droit au cœur. À chaque fois, vos messages me touchent énormément. Mais voilà, Amine, il résumait parfaitement l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai enregistré ce podcast. Et quand j'étais en Sardaigne, pour ce que m'a inspiré ce podcast, c'est juste parfois, ça ne veut pas dire que ça ne saoule pas un problème avec un locataire. Et on a raison d'être saoulé parfois et de faire ce qui s'impose, des courriers recommandés, des appels, des mises en demeure chez l'huissier. Mais c'est juste de des fois dézoomer et de se dire « Ok, j'ai choisi ces problèmes et c'est pas grave, j'ai presque de la chance d'avoir ces problèmes en fait. » Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai fait ce podcast, d'avoir parfois les larmes aux yeux de gratitude et me dire, OK, il y aura toujours des soucis, mais je préfère ces soucis-là à mes soucis d'avant. Et aujourd'hui, on parlait de bourse en début de ce podcast. Demain, je suis pas à l'abri d'une crise qui me ferait baisser mon patrimoine boursier potentiellement et temporairement de 40%. Mais quand on est déjà en x4 depuis mes premiers invests, depuis que j'ai commencé d'investir en 2008, ma foi, sur mes premiers versements, je suis en plus, même quasiment x5. On perdrait bien 40%. Je suis déjà largement gagnant. Et encore une fois, je préfère ces problèmes-là. Je préfère me connecter à mon appli de bourse et voir que temporairement, pendant quelques semaines et pendant 18 mois, voir mon compte de bourse avoir baissé et juste revenir à ces niveaux. C'est ce qui s'est passé entre début 2022 et fin 2023. Je préfère ça que de gérer mes anciens soucis de clients quand j'étais pas marchand de biens, mais quand j'étais entrepreneur de TP, de gérer mes soucis avec mes salariés, de me lever à 5 heures du matin pour être au bureau à 6 heures. Je préfère ces problèmes-là, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai fait. Donc, je dis pas que c'est toujours facile, mais c'est pour vous encourager à faire une pause et aussi mesurer le chemin parcouru. Donc, merci à toi, Amine, pour ton message. On a un message de Branque qui nous dit « Merci pour tes sagesses. Je ne suis pas à ton niveau de patrimoine, mais je me reconnais tellement dans tes conseils et tes pensées. Merci pour toutes tes introspections dans lesquelles je me retrouve à 200% et qui expliquent beaucoup d'états personnels. Ne pas tomber dans la course au matériel, c'est la base pour être vraiment libre. » Et donc, merci beaucoup pour ton message. Et je l'ai lu surtout pour la dernière phrase où, effectivement, c'est encore des questions que je me pose aussi. Où moi, je suis pas dans la course au matériel pour vraiment beaucoup de choses. Le téléphone avec lequel je me filme, par exemple, c'est encore mon iPhone 13 parce qu'il a le mode cinématique. C'est ce qui permet de faire ce petit flou derrière moi et faire une qualité d'image qui soit sympa sans payer une caméra à 1500 balles. Et là, je voulais m'acheter un iPhone 16 pour déjà me faire plaisir et puis aussi passer des charges. Et en fait, quand j'ai vu les specs du téléphone, je me suis dit, mais quelque part, il fera rien de mieux que mon iPhone 13, quoi. Donc, mon iPhone, il a 3 ans. Il va repartir pour une 4e année de service, quoi. Et puis, je cours pas après vraiment changer pour changer. Mon Mac a 2 ans. J'ai regardé les derniers. Il n'y a pas non plus d'évolution majeure. Je peux tout faire. Je peux faire du montage. Je peux faire beaucoup de choses. En vrai, pourquoi le changer? Ça me servirait vraiment à rien. Donc, je l'ai gardé. Et par contre, je suis en train de me faire construire des bureaux qui sont au-delà de la raison, quelque part. Parce que j'ai pas besoin de bureaux qui font 200 mètres carrés. Des bureaux où on peut mettre des voitures dedans, où on se fait vraiment plaisir. Mais on en revient au tableau des besoins de la PNL, où on a nos 5 colonnes du tableau des besoins, nos 5 types de besoins. Et on sait qu'en PNL, si on répond pas en tout temps, en tout instant à nos besoins, on peut pas être pleinement heureux. Et moi, je sais que dans mes besoins, dans ma colonne des besoins matériels, j'ai mis ces bureaux parce que ça me fait plaisir, mais ça me définit pas. Et je sais que demain, si je dois revendre ma Porsche et si je dois, je sais pas, si j'ai une proposition indécente pour me racheter les bureaux, c'est toujours à vendre, au pire. Et je sais que j'en ai vraiment pas besoin. Voilà. Aujourd'hui, j'ai ce qui était très important, par exemple, pour moi, pour ma maison, c'est d'avoir une très belle vue. Je voulais avoir du confort
et une très belle vue. J'ai toujours vécu dans des anciennes maisons rénovées, mais des vieilles maisons où je dis pas que j'ai manqué de confort, j'étais très 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 bien, mais des maisons parfois mal isolées, très grandes, des anciennes fermes rénovées où en hiver, bah voilà, tu crèves de chaud près du radiateur, et puis quand tu es à l'autre bout de la pièce, tu as froid. Je voulais une maison avec du confort où j'ai chaud partout, donc avec le chauffage au sol, vraiment des trucs bien, la clim en été, et surtout une très belle vue. Mais par contre, je cours pas après une maison de 200 mètres carrés qui me prendrait trop de temps, même avec une femme de ménage, mais à nettoyer, entretenir. Je suis pas dans cette course au matériel-là. Par contre, c'est vrai que j'aime bien les voitures. Ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir, mais ça me définit pas. Et c'est là où je voulais revenir sur ton message, Brank, c'est de dire, moi, je me suis fixé des limites, par exemple. Tous les à côté, les montres, les voitures, même si c'est des choses qui sont bien achetées, même si c'est des choses qui perdent pas de valeur, pour moi, ça ne doit pas dépasser 5% du patrimoine net. C'est vraiment une limite que je me suis fixée pour pas rentrer dans cette course au matériel, justement. Mais par contre, je voudrais aussi décomplexer les gens qui se disent: je veux de l'indépendance financière, mais je veux pas non plus être minimaliste pour autant. Le tout, c'est de faire des choses qui sont importantes pour vous, qui aient du sens pour vous. Mais voilà, c'est OK de vouloir rouler en Ferrari, en Porsche. C'est OK de vouloir se faire plaisir. C'est OK si pour vous, par exemple, vous êtes dans le game des maisons, c'est OK de vouloir une résidence principale de zinzin. Le tout, par contre, c'est de ne pas aller saboter votre indépendance. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est que demain, si je m'offre une autre voiture, j'irai pas à 10% de mon patrimoine net. Non, j'irai pas jusque-là pour l'instant. Je me contente de 5% parce que je veux pas que ça vienne gréver les objectifs que je me suis fixés. Il y a vraiment un goal que je me suis fixé, et au rythme où progressent mes investissements, je pense que je l'aurai atteint entre 2 et 5 ans. Voilà, suivant ce que le marché nous offrira, suivant comment je serai performant dans mes investissements aussi et dans mes business. Et quand j'aurai atteint ce goal-là, peut-être que je pourrais ou monter ces curseurs ou relâcher un peu la bride. Mais pour l'instant, je veux vraiment réinvestir 90% de ce que je gagne, grosso modo, pour continuer ma boule de neige. Et voilà. Mais par contre, ouais, ne pas tomber dans cette course au matériel, c'est-à-dire si on s'était fixé 5% pour les à côté, les trucs qui peuvent être des réserves de valeur, mais qui sont quand même des plaisirs, des montres, des voitures, bah, ne pas se dire je monte à 10, 15, 20%, et tomber dans cette course-là, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, t'achètes une Porsche, faut l'entretenir. Alors une Porsche encore ça va, c'est pas très cher en entretien. Mais si t'achètes une Ferrari, faut pouvoir assumer l'entretien, ou une Lamborghini, c'est hors de prix, hein, c'est vraiment cher. Ça veut pas dire faut pas l'acheter, mais faut être conscient que chaque année tu vas mettre 10% du prix de la voiture en entretien, pas loin quoi. Donc peut-être entre 5 et 10%. Donc faut être prudent là-dessus. Et ne pas oublier que derrière chaque bien matériel que tu achètes, il y a aussi des coûts d'entretien. Une maison de 120 mètres carrés, ça coûte pas la même chose qu'une maison de 200 mètres carrés en taxes foncières, en assurance, en entretien, en frais de ménage et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de faire attention, voilà, aux coûts qui sont associés à chaque chose que tu vas acheter. C'est quelque chose qu'on développe vraiment dans la formation finance perso, mais qu'il faut avoir en tête. Donc merci à toi pour ton message. On a encore un message de Julien qui nous dit « Merci Tony pour ce super podcast. C'est un excellent rappel sur la notion de gratitude et l'importance de se sentir satisfait de ce qu'on a déjà. Ça m'a fait penser à une chose. Quand je tombe malade, souvent des problèmes de dents, je réalise à quel point les journées où je suis en bonne santé sont incroyables. On oublie parfois à quel point le simple fait de se sentir bien est un cadeau. Encore félicitations pour les 5 ans du podcast, c'est vraiment top. Je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais j'adore ton travail. Tu nous fais réfléchir et tu nous pousses à devenir de meilleures personnes. Merci pour ça. Ouais, je sais pas si je vous pousse à devenir de meilleures personnes. Et si je peux dire que je suis une bonne personne quand même. Mais j'aurais pas la prétention d'être le plus vertueux. D'ailleurs, je déteste le concours de vertu. J'en ai parlé souvent dans les podcasts. Dans le dernier podcast sur Kaizen, j'en ai parlé. Et j'espère que jamais une vie de liberté s'est perçue comme un concours du plus vertueux, de tonton le vertueux. Je suis un mec qui se pose aussi beaucoup de questions, qui essaye de s'améliorer sans cesse. Par contre, pour le coup, j'ai vraiment pas la prétention d'être
d'être parfait, mais j'essaye de faire de mon mieux. Donc, c'est déjà pas mal. Et c'est rigolo ton message, j'ai voulu le lire parce que hier, j'étais encore au CrossFit le matin. Et ces derniers temps, je suis super content parce que le fait d'avoir perdu du poids, j'ai énormément progressé au CrossFit et j'ai surtout progressé en course à pied. Et ça me rend très heureux. Et aussi, je pense que le fait de faire... Je me suis fixé 12 000 pas par jour pour au moins être sûr d'en faire 10 000. Donc, je tiens très, très bien les 10 000 pas. Je suis même au-dessus depuis 3 mois. Je suis plutôt à 11 000. Et ça aussi, je pense qu'au niveau foncier, alors pas foncier de l'immobilier, mais foncier du travail foncier de soi, de son cardio, j'ai énormément progressé. Et je le vois, je suis aussi beaucoup plus léger. Donc, sur les mouvements de gym, j'ai réussi à enchaîner 5 muscle-up. Donc, je suis très, très heureux. Et je réalise aussi à chaque fois, même quand je fais des entraînements qui sont moins bons, même quand je fais des entraînements où je suis un peu plus déçu de moi, à quel point j'ai de la chance. J'ai de la chance de pouvoir m'entraîner. Et je me faisais cette réflexion. En 2016, j'ai eu des hernies cervicales qui m'ont fait énormément souffrir et pour lesquelles j'étais censé ne plus jamais faire de musculation. En tout cas, de musculation avec des charges additionnelles. Et quand je vois aujourd'hui mes performances en haltérophilie, mes performances en gym, ce que je suis capable de faire à bientôt 43 ans, je le mesure à chaque fois. Je me dis, c'est exceptionnel. Quelle chance. Alors, bien sûr, j'ai pris soin de ma santé, j'ai travaillé. C'est des efforts quotidiens de ne pas bouffer des éclairs au chocolat et de manger un yaourt nature. Mais au final, ma santé me remercie et je suis tellement heureux de pouvoir vivre ça que voilà, c'est important parfois de se dire les journées où j'ai mal nulle part et où je fais pas un entraînement de ouf, mais où je peux m'entraîner, c'est déjà une chance inouïe de pouvoir le faire. Et tu nous le rappelles, donc merci Julien. On a encore 2 petits messages. Un message de Yann. Yann qui nous dit « Coucou, c'est ça, il y a une différence entre se contenter de ce qu'on a et apprécier ce qu'on a et viser plus. » Quelle jolie phrase en tout cas. Le moi d'aujourd'hui est celui dont je rêvais il y a quelques années. En se fixant des objectifs en permanence, la vie devient une éternelle satisfaction. Et encore une fois, il faut se fixer les bons objectifs et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a une formation complète là-dessus avec Fab sur Nouveau Départ qui s'appelle « Fais de tes rêves une réalité ». Alors ça, c'est le nom marketing, mais pour bien expliquer que c'est une formation sur apprendre à définir un objectif qui correspond à ce qu'on veut et un objectif qui est écologique, alors pas dans le sens du tri des déchets, mais qui va se coller avec notre environnement, qui est possible pour l'environnement dans lequel on évolue. Un objectif pour lequel on va identifier quels sont nos alliés, les gens qui vont pouvoir nous aider, et quels sont nos ennemis, même si c'est des ennemis qu'on aime, par exemple. C'est-à-dire parfois une famille, quand on veut passer du temps pour investir, à la fois, c'est les gens pour qui on le fait, mais ça peut être des ennemis. Alors attention, vous avez compris le mot, c'est pas des ennemis au sens vraiment que c'est des ennemis, mais dans le sens où peut-être que ça vous mettra des bâtons dans les roues pour investir. Donc, comment on articule tout ça pour que l'objectif soit atteignable, pour qu'on ne court pas après des chimères, en fait. Et c'est ça qui est important, qui est vraiment important. Se fixer des objectifs, c'est une chose, mais surtout, ne pas courir après les objectifs qui ne nous rendront pas heureux. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je me suis fixé des objectifs de patrimoine ou des objectifs que vraiment de vie que je veux atteindre, mais je fais à chaque fois... Pour moi, je regarde que ça réponde à mon tableau des besoins et j'ai appris à me fixer des objectifs pour ne pas courir après des choses qui me rendraient pas heureux. Et typiquement, je sais l'énergie que je suis capable d'y allouer, le temps que je suis capable d'y allouer et je sacrifierai pas tout pour au final obtenir quelque chose mais qui m'apporterait rien. Je sacrifierai pas tout pour rien. Donc voilà, je voulais relire ton message pour ça, Yann. Se fixer des objectifs, c'est cool, mais attention aux objectifs que vous vous fixez. Faites bien attention qu'ils aient vraiment du sens pour vous. C'est très important. Et on a un dernier message de Quentin. Quentin, mon pote qui a la chaîne YouTube Le Journal de l'Espace, qui nous dit « Punaise, en fait, je viens de réaliser où j'en étais il y a 5 ans. » Eh bien, il y a 5 ans, j'étais en train de bouffer un bon gros seau de merde à cause de mon tyran de chef. Et ça faisait tout juste 1 mois que je venais de créer ce qui a changé ma vie, ma chaîne YouTube, Le Journal de l'Espace. Et je me souviens très bien de ce à quoi j'osais à peine rêver avec ce projet, réussir à en vivre un jour.
J'y suis, 5 ans après. En fait, je suis en train de vivre la vie dont je rêvais il y a 5 ans. Comme toi, ton podcast vient de me le faire réaliser. Merci. Que rajouter de plus après ton message, Quentin? C'est dingue de se dire que la vie dont on rêvait il y a 5 ans, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. Et moi, ça fait un petit peu plus de 5 ans parce que, on va dire 6 ans. Il y a 6 ans, au mois d'octobre 2018, j'étais en train, à ce moment-là, je m'en rappelle, j'étais en train de prendre la décision ferme de quitter mon boulot. Je devais le faire, mais j'avais toujours peur de laisser mes salariés, de tout lâcher. Et c'est une altercation avec un de mes salariés de l'époque. On va pas dire son prénom, mais voilà, si jamais il écoute ce podcast, je pense qu'il se reconnaîtra, qui m'a fait réaliser à quel point j'étais en train de gâcher ma vie pour des gens. Alors certains de mes salariés, ça représente à peine, j'avais 35 salariés, il y en avait 3, donc à peine 10% de mes salariés, mais pour des gens qui n'en valaient absolument pas la peine. Alors bien sûr, il y a 27 salariés qui avaient rien demandé, mais bon, voilà, c'est souvent le cas. Des fois, les bons payent pour les mauvais. Et je me suis vraiment dit, pourquoi je continue à gâcher ma vie pour ces gens-là, en fait. Et alors, il y avait plein d'autres raisons aussi, mais je devais partir au mois de décembre. J'étais en train de repousser ça de 6 mois. Ben, qui partait en même temps que moi, était vraiment pas content parce qu'il m'avait dit, t'avais promis qu'on partirait ensemble, qu'on partirait au même moment. Et en fait, j'ai vraiment bien fait. Et donc, je le remercie, ce salarié. Merci à toi, parce que c'est grâce à toi que j'ai vraiment eu le déclic de me dire, mais il faut que je me casse, en fait. Et 5 ans après, je rêvais de vivre du marchand de biens. J'adorais les podcasts. J'osais même pas imaginer que je lancerais mon podcast. Je rêvais de vivre de mon patrimoine boursier, d'être multimillionnaire. Alors bon, après, je vais pas donner trop de chiffres. J'ai pas trop sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui écoutent parce que j'étais déjà très très avancé en patrimoine à l'époque. Après, ça dépend ce qu'on entend par très avancé aussi. Donc voilà, mais c'était peut-être beaucoup plus patrimonial, moins bien investi. Ça rapportait moins dans des biens qui rapportaient moins. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'arbitrage, beaucoup de réallocation. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup mieux avec ce que j'avais à l'époque, ce qui m'a permis de le développer encore plus. Mais voilà, on m'aurait dit 6 ans après que je vivrais cette vie-là, je pense que je n'y aurais pas cru. Voilà, de me dire que je pouvais m'entraîner en pleine journée au CrossFit. C'est complètement dingue. Donc, je suis content si tu as pu le réaliser, Quentin. Encore une fois, merci à vous pour tous vos messages, vos nombreux messages. J'ai pu en lire qu'une toute petite partie. J'en ai eu aussi beaucoup sur Instagram. Donc, merci à vous tous. Et après un énième tout sautement, je vous propose qu'on passe au sujet de cette quinzaine. La miniature ou le titre ne vous a pas échappé. Plus t'es con, plus t'es bon. Je pense que c'est suffisamment provoquant comme titre pour vous faire réagir. On va discuter. Je pense que ça va vous plaire. En tout cas, c'est un sujet que j'ai beaucoup aimé préparer cette semaine. Et voilà, encore un sujet fleuve réaction où j'écris tout d'un coup parce que voilà, le podcast m'est vraiment venu de l'expérience en tout cas de commentaires. Je vais vous en parler. Je pense qu'on va passer un bon moment. Alors, comment ça m'est venu le sujet de cette semaine? On a fait un épisode du podcast des Gentlemen Investisseurs sur le podcast privé il y a quelques semaines maintenant, qu'on a appelé les Gentlemen en PLS. Et on sortait d'une semaine de mauvaises nouvelles, tous les deux, Yann et moi. Pas des choses très importantes, un peu les choses que je vous partage dans la rubrique news, mais beaucoup de petites contrariétés qui, mises bout à bout, tout bout à bout, ça faisait que le moral, quand on a enregistré cet épisode, était pas vraiment là parce que on reste des humains, après tout, et on a beau avoir des investissements qui tournent plutôt bien, voilà, on se fait pas toujours ce recul qu'on a fait justement dans les retours du podcast de la dernière quinzaine, en tout cas pas tout de suite, sur l'instant. Là, juste avant d'enregistrer les podcasts, je vais vous en parler, mais encore des trucs pénibles. Et on a enregistré tout de suite après. Et Yann, c'était le cas, c'était pareil. Donc on a beau avoir de l'argent qui tombe, être indépendant, vivre une super vie la plupart du temps, il y a toujours parfois des choses qui nous ramènent à cette réalité du quotidien. Et Yann et moi, on a des enfants, on les emmène au collège ou on les emmène au lycée.
Je vous en parlais en début de podcast, dans la pluie maintenant, hein, dans la nuit, dans le mauvais temps, et on vit aussi la rentrée comme tout le monde. Et voilà, des fois, tout tonton mindset que je suis, voilà, rassurez-vous, il y a aussi des moments où il y a du moins bien. Et même si aujourd'hui, je sais toujours m'offrir les bonnes perceptions et que ça dure rarement longtemps, ces situations-là, il y a quand même des fois voilà, où le moral est moins bon, surtout dans les quelques minutes ou parfois quelques heures avant de se dire ok, attends, c'est bon, la vie est belle, on arrête. Mais pour le coup, juste avant cet épisode, j'ai eu un truc dont je vais vous parler, mais Yann avait eu des soucis sur un invest. Et moi, de mon côté, je venais de prendre justement le 8e refus dont je vous parlais tout à l'heure pour mon opération d'OBO, le rachat de maison dont je vous ai parlé dans les news, qui a fonctionné depuis avec une autre banque où j'ai eu l'accord au 9e. Donc, il ne faut pas lâcher. Mais il y avait déjà ça où je l'avais appris juste avant et c'était avec une banque avec qui j'y travaillais dessus depuis 6 mois, une banque plus classique. Et finalement, en fait, pour ces trucs-là, il faut mieux se rapprocher de banques privées au final. Mais on avait eu aussi un refus de l'administration avec Ben sur un projet de division parcellaire. Ça aussi, je vous en parlais dans les news, où on va pouvoir avancer, mais c'est encore du temps, et du temps, et du temps, ça prend du temps. Et pour couronner le tout, juste avant l'enregistrement, c'est ça qui m'avait mis les nerfs en plot, j'ai eu un petit appel des impôts où l'opératrice des impôts m'avait vraiment mal parlé au téléphone. Elle a été assez infecte pour me réclamer des CFE pour les 2 entreprises qui sont locataires de nos locaux ici, AB Investissement et AB Consulting, ma boîte de marchand de biens et la boîte avec laquelle je fais tous ces podcasts, alors qu'on les paye déjà au siège social de l'entreprise et qu'au final d'ailleurs, grâce à Maître Cos, on peut faire plafonner ces CFE à 8 ou 16 euros quand c'est une succursale de l'entreprise. Mais j'ai demandé des explications. Pourquoi je payais déjà une taxe foncière parce que ces bureaux sont possédés par une autre de nos sociétés. Donc pourquoi je paye une taxe foncière avec une boîte? Pourquoi je paye une taxe foncière à un de nos logements où sont domiciliées les sociétés? Pourquoi je paye une CFE déjà alors que les sociétés sont logées à mon domicile? Et pourquoi j'en repaye une? Donc la personne s'est hyper énervée en me disant, grosso modo, c'est comment dire? Quand les choses n'ont pas de sens, en fait, tu t'énerves parce que c'est inexplicable. Enfin bref, je vais pas m'étendre, mais voilà, juste avant de tourner le podcast, Yann et moi, on était d'assez bonne humeur. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui m'a challengé et qui m'a inspiré le podcast Je suis complet, entre autres, hein, bien sûr, avec le voyage en Sardaigne, parce que voilà, je me suis dit, si j'avais pas mis en place tout ce que j'ai mis en place pour ma liberté, j'aurais pas eu ces problèmes. Donc voilà, j'ai relativisé bien entendu assez rapidement, mais au moment d'appuyer sur Rec pour le podcast, j'en étais pas encore là et j'étais surtout sur les nerfs sur lesquels m'avait fait monter cette petite opératrice des impôts. Peut-être qu'elle écoute Une vie de liberté. Si tu l'écoutes, je ne t'en veux pas. Faut bien remplir la gamelle et voilà, faut bien travailler aux impôts parfois. Mais en tout cas, sache que tu m'as chauffé ce jour-là. Et donc, pour ce podcast, plutôt que de faire comme si de rien n'était et que tout allait bien, on préfère être honnête et raconter ce qu'on vit dans l'instant avec Yann. Et à la fin du podcast, d'ailleurs, on a demandé à la communauté ce qu'ils en pensaient, s'ils aimaient ce genre de contenu où on est plus authentique, ou pour le coup, on n'est pas très pompé up, quoi, ou s'ils voulaient plutôt qu'on parle d'autre chose, qu'on fasse un sujet où on plombe pas l'ambiance. On leur a posé la question finalement, est-ce que vous trouvez aussi que dans ce genre de contenu, il y a quand même de la valeur? Et en fait, on a 90% de la communauté, ou même peut-être 95 ou 99% de la communauté, en fait, qui nous ont répondu de façon hyper positive. On vous préfère authentique, on vous aime comme vous êtes, avec vos bons moments, avec vos mauvais moments. Ça nous permet aussi de nous plonger dans votre état d'esprit, dans votre tête, de voir comment vous réagissez. Et en fait, on aime beaucoup. Et en soi, qui nous disait, il y a de la valeur dans le podcast parce que on voit comment des gens qui vivent de leurs investissements, qui ont plus de CDI depuis des années, font quand il y a des trucs pénibles. Yann, je vais pas raconter ses soucis, mais il les a racontés dans le podcast, surtout que c'est un podcast privé. Mais voilà, donc plutôt des retours extrêmement positifs, sachant que c'est quand même assez rare qu'on fasse ce genre de contenu. On veut plutôt que les podcasts soient feel good plutôt que de plomber l'ambiance. Et malgré tout,
on a eu quand même 2 commentaires de personnes qui n'étaient pas complètement d'accord. Alors bien sûr, c'est en toute bienveillance que je vais en parler. On a le droit de ne pas être d'accord. J'aime vraiment la communauté du podcast privé. Et j'encourage tout le monde à donner son avis. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et c'est des critiques qu'on entend, qu'on prend en considération. Et justement, on ne fera pas ce genre de podcast tout le temps. Mais les commentaires, ils m'ont vraiment inspiré le sujet de cette semaine. Alors, c'est important que j'en parle. Et donc, dans ces 2 commentaires, il y a les participants nous disent en gros que, de leur point de vue, ils sont un peu déçus du podcast parce que pour eux, il y a moins de valeur qu'au début, où au départ, dans plusieurs podcasts du podcast privé, c'était selon eux des fois des mini-formations. Il y avait notamment un podcast où on apprenait comment vivre grâce à sa société, en restant dans la légalité, bien entendu. Mais on ne peut pas faire des podcasts comme ça chaque semaine non plus. On n'a pas la prétention d'avoir de la matière à faire des podcasts comme ça chaque semaine. Mais qu'en fait, aujourd'hui, on parle plus de nos vies, de ce qu'on fait, des choses concrètes qu'on traverse, et qu'il y a moins de petits tips, de petits coups de pouce, de petites astuces pour aller plus vite. Alors, finalement, il y en a toujours. Par exemple, quand dans le dernier podcast, je partage mon opération d'OBO avec tous les chiffres, je donne un vrai retour d'expérience qui permet, je pense, d'aller plus vite pour les gens. Mais plutôt, ce qui m'a interpellé, c'est que sur un de ces 2 commentaires, au moins, ça venait d'une personne qui nous le dit, qu'elle avait passé la quarantaine et qu'elle n'avait pas encore investi en immobilier. Et elle nous voit aussi nous questionner avec Yann, elle nous voit aussi pivoter dans notre approche, un peu plus sur la bourse. Ça ne veut pas dire qu'on fait plus d'IMO, mais qu'avant, l'IMO, ça représentait peut-être 95% de nos invests. Aujourd'hui, ça représente entre 50 et 60%. Et elle nous voit pivoter et elle se questionne aussi forcément sur sa propre stratégie. Et donc, ce qu'elle nous dit aussi, c'est qu'elle n'est pas encore passée à l'action et qu'elle a besoin de raccourcis en fait. Elle a besoin d'aller plus vite et tout simplement d'avancer, mais d'avancer vite maintenant parce que la retraite, elle se rapproche, quoi. Et ce que je retiens aussi de ce message, c'est que parfois, je comprends vraiment que ce soit frustrant quand on a passé la quarantaine, quand on est dans ma tranche d'âge et qu'on n'est pas encore passé à l'action réellement et surtout en IMO. Et forcément, Yann et moi, on a commencé quand on avait la petite trentaine, ou plutôt on va dire la grosse vingtaine, 27, 28 ans. Et on a mis des années pour créer notre patrimoine. Et par-dessus ça, c'est vrai qu'on a aussi très bien gagné nos vies dans notre job, ce qui nous a aussi aidé à emprunter assez massivement. Et quand tu as 40 ans, que tu me découvres juste et que tu t'y es pas encore mis, je peux comprendre que tu te dises « Putain, la marche, elle est haute, c'est long et moi, j'ai pas le temps en fait. Je veux aller vite. » Tu te rends compte que tu es pratiquement au milieu de ta vie professionnelle, tu vois arriver la retraite et tu te dis « Mais en fait, comment je vais faire ? J'ai pas envie de mettre 15 ans comme tonton. » Et c'est là où tu as envie de raccourcis, où tu as envie d'aller plus vite, tu as envie que les choses elles s'accélèrent pour vite générer des revenus passifs, vite remplacer tes salaires, vite quitter ton job. Et c'est aussi pour ça que plus tu as attendu pour t'y mettre, plus tu vas aussi rechercher des petites astuces, des tips. Et malheureusement, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas, quoi. Ou en tout cas, même s'il y en a quelques-uns de tips, bien sûr qu'il y en a qu'on t'en donne, mais ça t'épargnera jamais les efforts, ça t'épargnera jamais le passage à l'action, ça t'épargnera jamais le chemin. Et il y a un moment où, quelque part, il faut plus laisser le choix, il faut avancer. Il y a un moment, si tu veux atteindre l'indépendance financière, même si tu as attaqué tard, il y a un moment, il faudra taper dedans. Il faut avancer, il faut empiler les biens immobiliers, il faut te coller de la bonne dette sur le dos. Dans l'idéal, il faut t'en coller pour 1 million d'euros, entre 600 000 et 1 million d'euros le plus vite possible. Alors bien entendu, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Encore une fois, c'est en toute bienveillance que je le dis parce que ces messages-là, ils m'ont inspiré le podcast et on sera toujours là pour ces auditeurs, pour répondre à leurs questions, pour les aider. Et je ne parle pas, bien entendu, précisément des 2 personnes qui m'ont écrit ces messages, mais c'est plus qu'à un moment, je me suis fait la réflexion où je me suis demandé comment ça se faisait qu'il y ait des gens qui soient sur le podcast privé depuis le début, qui nous écoutent depuis, je crois que le podcast privé, ça fait 2 ans et demi maintenant, depuis plus de 2 ans, et qui soient quelque part pas encore passés à l'action et qu'ils n'aient pas avancé dans leurs investissements immobiliers. Et finalement, je me suis dit qu'il y avait peut-être dans tout ça une histoire de
aussi de surabondance d'informations qui finalement ralentit le passage à l'action et que ça vient peut-être de là, qu'il y ait trop de podcasts, trop de livres, trop de tout. Parce qu'entre le podcast public des gentlemen investisseurs, les podcasts privés, mon podcast d'une vie de liberté, les podcasts des copains, les vidéos YouTube, les livres, en fait, il y a énormément de contenu sur l'investissement. Mais quand je dis énormément, c'est colossal. Et que si on en est à vouloir le petit tips, le truc magique à connaître absolument qui nous offrira l'indépendance plus vite, je suis au regret de vous annoncer que malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté où, pour une fois, on va faire l'éloge de l'ignorance. Donc voilà, je vous propose qu'on se fasse un petit revival, comme à l'ancienne, comme dans les podcasts d'il y a maintenant quelques années, j'ai l'impression, et qu'on aille voir la définition de l'ignorance. L'ignorance, qu'est-ce que c'est ? Donc je suis allé taper sur mon fidèle dictionnaire en ligne. L'ignorance, c'est le fait de ne pas connaître quelque chose. Être dans l'ignorance des nouvelles, par exemple, c'est un défaut de connaissance. Et c'est un des synonymes de l'ignorance, c'est l'incompétence, mais on peut aussi être ignorant volontairement, choisir d'être ignorant dans le dictionnaire, par exemple, choisir d'ignorer les news. Donc voilà, vous allez me dire, mais ça y est, cette fois-ci, tonton, il est tombé sur la tête. Lui qui est un défenseur de l'éducation financière, de reprendre sa souveraineté, un fou de la connaissance, comment il peut en arriver à cette conclusion que c'est mieux d'être ignorant et même en faire l'éloge ? La raison pour laquelle je veux faire l'éloge de cette ignorance, c'est que finalement, ce podcast des gentlemen investisseurs et aussi ce podcast privé où on est encore plus transparent sur tout ce qu'on traverse, il est fait par deux gars qui, sont partis de rien ou de pas grand-chose dans l'investissement et surtout qui ont investi à l'époque avec une candeur qui serait presque touchante de naïveté, tellement elle était insensée à l'époque. Et quand je dis insensée, c'est pour pas dire, en tout cas pour parler de moi, que c'était presque de la folie. Et en fait, à l'époque, ça en serait presque drôle ou triste au choix. Et je vais vous raconter ça parce que un des points communs qu'on s'est trouvé avec Yann, quand on s'est rencontrés en 2019, qu'on a eu notre petit coup de foudre amical, c'est que quand on a commencé d'investir, tous les deux, on n'y connaissait rien du tout. Alors, je ne vais pas trop parler pour Yann, mais je vous le raconterai un peu plus pour lui après. Mais déjà, je vais vous raconter en ce qui me concerne, et vous le savez pour les fidèles du podcast, mais la façon dont j'ai commencé l'investissement, en termes de mon savoir, c'était très, très succinct. Je crois que j'avais lu un seul livre sur l'immobilier, un seul bouquin, et c'était même pas sur l'immobilier, c'était sur l'indépendance financière. C'était Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Et la seule info à peu près valable que j'avais tirée pour l'immobilier, c'était qu'il disait qu'il fallait avoir au moins 9% de rentabilité pour acheter un bien immobilier locatif. Et comme moi, le premier que j'ai acheté, mon légendaire immeuble de Saint-Étienne, j'avais 11% de renta, je sautais au plafond et limite, je suis même pas allé plus loin que ça en fait. Et quand je suis devenu propriétaire, quand j'ai même réalisé de quoi j'étais devenu propriétaire, ça je l'ai largement raconté dans les podcasts, j'ai même dédié un épisode entier du podcast à ce bel immeuble de Saint-Étienne. En fait, j'ai vraiment déchanté parce que j'ai tout pris en pleine figure et quand je dis déchanté, c'est même pire que ça. À l'époque, j'ai regretté amèrement cet invest. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? J'avais réussi à lever 500 000 € à la banque avec 3 associés et j'avais levé ça comme on irait acheter une baguette de pain dans la première banque au Crédit Agricole. Tout avait été ultra facile jusqu'à ce que j'achète, mais la suite, elle a été infernale. Et ça, je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas le raconter en détail pour ceux qui suivent Une vie de liberté depuis le début, le podcast depuis le début, ou qui ont écouté ce podcast-là, mais c'était vraiment une catastrophe. J'ai fait énormément d'erreurs. Je n'avais pas visité tous les appartements. Il y en avait 2 qui étaient complètement insalubres. Donc, j'ai finalement très mal acheté parce que j'ai dû me taper plein de travaux. Enfin bref, j'ai fait toutes les âneries qu'on peut faire sur un achat immobilier. J'avais acheté dans le mauvais quartier, dans une ville qui est vraiment pas ouf, Saint-Étienne. Mais voilà, il y aurait pu y avoir de meilleurs quartiers. J'aurais pu faire une meilleure affaire à Saint-Étienne.
Enfin bref, j'ai vraiment fait les choses pas du tout comme j'aurais dû les faire et j'y suis allé en ignorance totale. Pour le coup, voilà, j'étais ignorant et j'ai payé pour voir, j'ai payé pour apprendre. Mais à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. Il n'y avait aucune ressource sur l'immobilier. Il n'y avait aucun livre vraiment qui expliquait ça. Il n'y avait rien, quoi. Cédric Anissette était encore dans la rat race, hein, pour dire, on était à la préhistoire de l'indépendance financière sur YouTube. J'aime bien faire cette blague parce que c'est pas pour faire l'ancien, mais c'était en 2008 quand j'ai commencé à travailler sur cet immeuble. Et pour le coup, c'était le cas. Cédric Anissette, il a quitté la rat race en 2011. Mais tout ça pour dire que il y avait très peu de ressources à l'époque sur l'investissement immobilier. Il n'y avait pas de chaîne YouTube, il n'y avait pas de livres. C'était la préhistoire de ce domaine. Et les seules personnes physiques que je connaissais qui possédaient de l'immobilier locatif, qui l'avaient fait, elles étaient extrêmement discrètes, elles étaient très avares de conseils, elles disaient rien. Donc j'y suis allé au talent, si on peut dire. Et par exemple, et là je vous interdis de rire, mais j'ai découvert qu'il y avait des impôts sur les loyers au moment de payer mon impôt sur le revenu la première année, parce qu'on avait acheté en SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, et quand mon comptable m'a expliqué que je devais payer 7 000 € d'impôt sur de l'argent que j'avais utilisé pour rembourser un crédit, et à l'époque, je crois que j'avais même... ça m'avait tellement brassé que j'avais vomi, quoi. J'avais vraiment physiquement vomi, parce que je les avais pas, et je me suis dit, comment je vais sortir 7 000 balles? Et j'avais fait à l'époque... j'avais pris sur mes salaires, quoi. Je m'étais débrouillé. Et donc l'année suivante, on était passé en SCI à l'IS pour s'éviter ça. Et j'ai même compris qu'une année plus tard, le mécanisme des impôts, le mécanisme de l'amortissement du bien immobilier en SCI à l'IS. Enfin bref, avant d'investir, j'avais rien compris du tout. Je savais même pas faire un bail de location. J'y suis vraiment allé comme une tête brûlée, en fait, sans rien connaître. Et je dirais même pas comme une tête brûlée, en fait, parce que je pensais vraiment bien faire. Quand je dis que j'y allais avec de la candeur, j'y allais vraiment avec la candeur de l'ignorant, quoi, du petit gars qui veut bien faire et qui prend tout en pleine gueule, quoi. Et finalement, pour Yann, c'est un peu pareil. Il a acheté son premier immeuble sans trop connaître et il a appris à la dure avec un locataire qui lui louait l'appartement et qui le sous-louait, pas pour se loger, mais pour le relouer et faire de la LCD, de la location courte durée. Et c'est d'ailleurs comme ça que Yann a découvert Airbnb sur ce genre d'action. Et d'ailleurs, Yann, au départ, il était parti pour acheter un seul immeuble et il a finalement acheté 2 immeubles coup sur coup parce que pendant la visite du premier immeuble, le propriétaire lui a dit qu'il vendait un deuxième immeuble. Donc, comme on lui prêtait, il a tout acheté. Et heureusement qu'il a découvert la LCD sur cet entrefait du gars qui lui sous-louait l'appart parce que ça lui a permis de rendre son achat vraiment rentable alors que au départ, c'était la renta à laquelle il a acheté était pas folle. Donc lui aussi, il y est allé avec cette candeur qui fait que on est tous les deux passés à l'action sans avoir toutes les connaissances, sans trop se poser de questions. On n'a pas eu de chance et après, peut-être qu'on a eu de la chance ou pas, à vous de juger. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on y allait en ignorance. On s'est posé vraiment finalement très très peu de questions. Et je crois que c'est pour cette raison que je veux faire justement l'éloge de l'ignorance parce que pour le coup, je pense que c'est vraiment notre ignorance qui nous a protégés de ne pas passer à l'action. Parce que si on avait été moins ignorant, peut-être que, en tout cas pour moi, j'aurais passé beaucoup plus de temps à regarder les chiffres, peut-être que j'aurais visité pour le coup tous les appartes, et c'est certain si je l'avais fait que je ne serais pas passé à l'action, si j'ai visité les 2 insalubres, je n'aurais pas acheté, et peut-être même que j'aurais pris peur en pensant que tous les vendeurs d'immeubles sont des escrocs, parce que le gars qui me l'a vendu était un escroc, alors je lui en veux pas, j'ai acheté, c'est de ma faute, mais c'était un escroc, et que la meilleure chose à faire, je me serais dit, c'est peut-être de passer à autre chose et de ne pas investir en immobilier parce que c'est un domaine de requins, d'arnaqueurs, de tout ce qu'on veut. Et finalement, d'être ignorant, ça m'a mis le pied à l'étrier. Alors c'est vrai que pour moi, la leçon, elle a été quand même très très dure et ça m'a même calmé pour 1 an ou 2 à l'époque. Mais après, j'y suis retourné avec ma résidence secondaire dans laquelle j'ai fait 2 appartes que j'ai construits pour le coup parce que j'étais allergique à l'ancien, je voulais faire que du neuf pour être sûr de ce que j'achète. Et j'ai finalement beaucoup appris. J'ai appris à la dure, mais j'ai beaucoup appris. Et ensuite, j'ai itéré, j'ai appliqué, j'ai réitéré pour empiler les biens IMO. Et voilà comment ça s'est passé pour moi. C'était extrême. J'ai fait presque sans information, vraiment en ignorance. Et je pense que
aujourd'hui, justement, on est dans l'extrême inverse, en fait, dans le cas inverse. On a une telle surcharge d'informations quand on veut avancer, qu'on veut se former, qui fait que les gens, du coup, ne passent plus à l'action ou peut-être pas comme ils devraient. Et il y a d'ailleurs une matrice que j'aime beaucoup, que j'ai pas vue ailleurs, donc je pense que je l'ai inventée, celle-ci, pour le coup. Enfin bon, j'ai pas inventé grand-chose, mais vous allez voir, entre notre niveau de connaissance et notre niveau de passage à l'action. Donc imaginez-vous la matrice, vous faites une croix, et il y a une échelle, c'est l'échelle de votre connaissance. En bas, vous n'avez pas de connaissances. En haut, vous avez beaucoup de connaissances. Et votre passage à l'action. Tout à gauche, vous n'êtes pas passé à l'action. Tout à droite, vous êtes énormément passé à l'action. Et en fait, pour moi, pour que ce soit bien, il faut vraiment un équilibre entre les deux. Il faut vraiment avoir des connaissances et surtout passer à l'action et faire évoluer les deux en même temps. Parce que bon, si on est à l'extrême de la matrice, on n'a aucun niveau de connaissance. Et en plus, on passe pas à l'action. Bon, vous avez compris qu'il va pas se passer grand-chose dans votre vie. Mais si par contre, tu augmentes ton niveau de connaissance drastiquement, un peu comme les commentaires dont je parle, que tu fais que te former, regarder des vidéos YouTube, lire des livres, prendre le podcast privé des gentlemen investisseurs, mais que tu passes jamais à l'action, à la fin, tu es une encyclopédie vivante sur l'investissement, mais par contre, tu restes un théoricien, tu n'es pas passé à l'action. Tu es un peu comme le coach muscu qui est tout mince, quoi, qui sait tout, mais qui applique pas sur lui. Et d'ailleurs, c'est la parenthèse que je vais faire. Tant qu'on est dans le thème de la muscu, ça m'a fait sourire parce que quand j'ai préparé ce podcast, j'ai repensé à mon époque vraiment muscu, où j'adorais ça en 2004, 2005, 2006, où à l'époque, en 2006, j'avais 25 ans. Et c'est l'époque où j'ai rencontré Rudy Koya, qui m'a aidé à lancer ce podcast il y a 5 ans. Je l'ai rencontré sur les forums de muscu. Il m'avait coaché pour faire ma première sèche en muscu. C'est tout début, il avait 18 ans. Et Rudy, qui est pourtant un vrai connaisseur de la théorie sur la muscu, il avait coutume de dire justement « plus t'es con, plus t'es bon ». C'est pour ça que j'ai appelé ce podcast comme ça vient de là. Et ça peut faire sourire, surtout venant de quelqu'un comme Rudy qui a énormément travaillé sur la morpho-anatomie pour ses coachings. Mais en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que le savoir, il vaut rien sans l'action et qu'à un moment, plutôt que de te poser 36 questions, faut juste se mettre sous une barre de muscu et la pousser le plus fort possible. Et en fait, à cette époque lointaine des premiers forums de muscu, il y avait des gens qui étaient des purs théoriciens et qui savaient mieux que toi quel mouvement il fallait faire et tout. Et bien sûr que ça compte, hein. Et bien sûr qu'il y a des gens qui sont grands, donc les grands ne sont pas faits pour faire du squat. Il y a des gens qui sont un peu plus petits, qui ont les bras par exemple un peu plus courts. Une grosse cage thoracique, c'est des gens qui sont faits pour faire du développé couché. Et la morpho-anatomie, justement, elle a une grande importance dans les performances qu'on va faire. Mais il y a un moment où on se disait aussi entre nous, plus t'es con, plus t'es bon, parce qu'à la fin de l'histoire, t'as beau faire des mouvements qui sont faits pour ton anatomie, dans les bonnes amplitudes, il y a un moment, il va juste falloir soulever de la fonte, va falloir pousser fort, va falloir pousser lourd, et va falloir qu'il y ait une grimace sur ton visage, et va falloir te faire un petit peu mal si tu veux des résultats. Et que souvent, il y avait des personnes qui attachaient beaucoup moins d'importance à la théorie en musculation, mais par contre qui bombardaient la pratique et qui avaient des bien meilleurs résultats. Et si on veut faire aussi un parallèle pour en revenir avec l'investissement, j'avais d'ailleurs un réel exemple de ça avec une personne que j'aimais bien, que je côtoyais à l'époque sur des forums internet d'investissement et qui était un vrai expert en bourse. Et sur son PEA, il avait la modique somme de 2000 €. Et là, tout encyclopédie que tu sois, t'es un peu un imposteur quand même. Tu vis pas le truc à fond, tu vis le truc en mode démo. Tout connaître sur la bourse, toute la théorie et avoir que 2000 € investis, c'est pas possible pour moi, quoi. Et pour les gens qui sont concernés par ça, qui se retrouvent dans ces cas de figure, c'est hyper dur à vivre parce que c'est une source de frustration énorme de connaître autant de choses sur l'investissement, de se retrouver dans des soirées IMO, dans des soirées investissement et de voir des mecs qui connaissent rien et qui ont fait bien plus que nous, c'est même une source de souffrance. Et je me rappelle que à un moment, j'ai même personnellement vécu ça à mes tout débuts en marchand bien, où j'étais chez le notaire et j'avais rencontré un marchand qui m'avait expliqué ne pas savoir calculer sa TVA, ni sa TVA sur marge, ni quand il était en TVA totale. Et quand je lui ai dit, mais en fait, comment vous calculez vos marges ?
il m'a répondu, je regarde que en fait j'achète un, je revends deux. Je sais qu'il y a des frais au milieu parce que j'ai fait le calcul et je vois qu'il y a de la marge. Et après, c'est le comptable qui calcule précisément. Moi, je sais que voilà, j'ai à peu près 30% et ça fonctionne. Et moi, je me dis à ce moment-là, mais c'est pas possible, quoi. Le mec, il connaît rien, il comprend rien. En fait, c'est la base, calculer sa TVA. Et en attendant, moi, j'avais fait 3 opérations et lui, il en était peut-être à sa 20e, quoi. Donc voilà, il était dans l'ignorance totale en matière de TVA. Il savait pas la calculer. Mais par contre, il le comblait avec un tour de passe-passe, avec des ratios qu'il avait fait. Mais en attendant, lui, il était dans le pur passage à l'action. Et en fait, finalement, ça marchait. Voilà. Et donc, voilà pour ce côté-là de la matrice. Et de l'autre côté de la matrice, c'est justement cet exemple, mais quand on le pousse à l'extrême. C'est l'exemple de ce marchand de biens. Si tu fais l'inverse, si tu fais que de passer à l'action, mais par contre que tu n'as aucune formation, ton niveau de connaissance est nul et ton niveau de passage à l'action est extrême, que tu connais vraiment rien, là il va t'arriver ce qui m'est arrivé quand j'ai acheté mon immeuble à Saint-Étienne. Tu vas t'éclater la gueule par terre. Et là tu vas apprendre des leçons, hein. Tu vas apprendre quand même ce que tu n'as pas voulu apprendre dans les bouquins ou ce que tu n'as pas voulu apprendre sur les vidéos. Tu vas l'apprendre, mais par la vie. Et la vie, comme dans Rocky, la vie va te gifler. Donc voilà, il faudra que tu te relèves, il faudra que tu penses tes plaies. Et finalement, c'est pas grave, c'est comme ça. On se relève, on apprend, on continue. Mais par contre, pas à n'importe quel prix, parce que parfois, ça peut conduire des gens dans des situations financières ou humaines qui sont dramatiques quand on pousse le curseur vraiment à l'extrême. Et avec mon immeuble de Saint-Étienne, clairement, j'en suis passé pas loin. Heureusement que je gagnais très bien ma vie, que j'avais mon entreprise derrière moi, que j'étais aux commandes et que je gagnais entre 4 et 6 000 euros par mois parce que quand il a fallu refaire les appartements sans trésor, j'ai mis de l'apport en compte courant avec mes salaires. Et si j'avais été trop ric-rac sur mes finances, je pense que j'aurais pu passer du mauvais côté, basculer et voilà, ou faire faillite sur la SCI, j'en sais rien, hein, mais je sais pas ce qui aurait pu se passer. Donc, il faut faire super attention à tout ça et pas aller dans ce cas extrême où on se brûle les ailes en fait. Donc l'idée, et c'est un peu ce dernier carré de la matrice, c'est d'équilibrer son niveau de connaissance et en même temps son niveau de passage à l'action. Voilà, on l'a vu, hein, l'action sans la connaissance, ça fait très mal, mais on avance quand même. La connaissance sans le passage à l'action, c'est une grande source de frustration. Donc il faut équilibrer et le mieux, c'est d'apprendre un peu, suffisamment, mais une fois qu'on en sait un peu, on passe à l'action, on expérimente. Il faut avancer dans le concret pour justement ancrer les connaissances, mais aussi pour voir ses objectifs et donc sa vie d'investisseur avancer. Et je prenais aussi l'exemple de la bourse tout à l'heure et je disais que on peut apprendre la bourse, la théorie de savoir que le plus efficace sur le long terme, c'est d'investir dans les ETF. Ça, vous pouvez l'apprendre, bien entendu, dans Bourse Exponentielle, ma formation de référence banger sur la bourse. Le mec met des pages de pub maintenant. Mais j'en suis tellement fier de cette formation. Elle est tellement mieux que tout ce que j'ai pu voir partout ailleurs parce que ça vient d'un mec qui le fait vraiment. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as beau avoir fait Bourse Exponentielle, savoir toute cette théorie, tant que t'as pas une somme conséquente en bourse, à peut-être 5 ou 6 chiffres ou 7 chiffres, qui est investi sur des ETF, c'est très facile d'expliquer aux gens, oui, mais en cas de crise, tu paniques pas parce que c'est des indices, ça va remonter. Parce que pas paniquer quand tu as 2 000 euros investis et que ça représente un mois de salaire pour toi, c'est facile de pas paniquer. Mais quand tu as 50 000 euros et que ça représente des années d'économie, quand tu as 100 000 euros, quand tu as 500 000 euros, quand tu as 1 million, quand tu as plus que ça, voilà, c'est quand même autre chose, quoi. C'est un autre game. Il faut de l'expérience pour pas paniquer. Et ça, il faut le vivre pour le comprendre. Tu peux pas comprendre ça que dans les bouquins. Faut le vivre avec son vrai argent. Donc, il faut muscler son jeu. Il faut avancer petit à petit. Et c'est comme ça qu'on apprend, en théorie, juste ce qu'il faut pour passer à l'action. Mais on apprend aussi avec de la pratique. Et d'ailleurs, tant qu'on est encore sur le sujet de la bourse, ce thème de l'ignorance en bourse, il a été largement documenté quand on s'y intéresse. On sait qu'aujourd'hui, les meilleurs gérants du monde, les meilleurs MBA de Stanford du monde entier, d'après l'étude Spiva qui est faite chaque année, c'est l'étude le S&P 500 versus les gérants de fonds actifs, on voit que
tous les gérants de fonds actifs, en tout cas 90% des gérants de fonds actifs, n'arrivent pas à battre le marché plus de 3 années de suite. Et donc, ça nous montre aussi que même avec tout ce savoir qu'ils ont, ils restent ignorants parce que d'une certaine façon, ils n'arrivent pas à prédire l'avenir. Et justement, c'est cet exemple qui va nous permettre d'introduire deux notions différentes entre qu'est-ce que c'est le savoir et qu'est-ce que c'est la connaissance. Et vous allez voir, ça va être très intéressant pour notre sujet. Le savoir, ça se réfère vraiment à des informations précises, à des faits ou à des compétences, comme par exemple dans notre domaine là, l'analyse graphique des courbes de bourse ou l'étude fondamentale des bilans des entreprises. Ça, c'est le savoir. La connaissance, elle est vraiment plus profonde et elle va impliquer une compréhension plus large. Elle ne se limite pas à l'accumulation de tous ces savoirs, mais plutôt à notre capacité à les utiliser avec du discernement et de la sagesse. Et voilà, la connaissance, elle est vraiment issue de notre réflexion, de notre expérience personnelle, de notre vécu par rapport au savoir. Et justement, dans notre exemple sur la bourse, la connaissance, ça serait de comprendre que même avec tout le savoir qu'on a dans les livres, dans les bilans des entreprises, dans les analyses graphiques, cette connaissance, c'est de comprendre que on ne peut pas prédire l'avenir des marchés financiers, en tout cas à court terme, et que l'expérience, elle nous prouve que c'est impossible de battre le marché et que par conséquent, le meilleur choix quand on veut réussir en bourse, c'est d'investir directement dans les indices au travers des ETF. Et dans notre cas, tout le savoir théorique qu'on a accumulé, il n'est pas d'une grande utilité face à cette connaissance, face à cette réalité du terrain qui nous montre que investir en bourse et essayer de battre le marché, ça ne fonctionne pas. Et au passage, c'est ça que j'ai voulu transmettre dans Bourse Exponentielle parce que c'est quelque chose que je vis vraiment. Je le vivais déjà à l'époque de la formation ETF et la formation Bourse Exponentielle, elle va encore plus loin dans le retour d'expérience que la première formation parce que je suis encore plus skin in the game qu'à l'époque. Et c'est ça aussi qui fait la valeur des conseils. C'est pas seulement du savoir, c'est vraiment de la connaissance que je délivre. En tout cas, ça fait pompeux de le dire, mais c'est vraiment l'impression que j'ai en tout cas. Et il y a d'ailleurs une citation que j'ai pas réussi à retrouver, je sais plus où je l'ai lue, mais je crois qu'elle vient de Warren Buffett, même si j'en suis pas sûr, et qui disait « Investir en bourse, c'est prendre des décisions fermes avec des données incomplètes. » Et que finalement, t'as pas toutes les cartes en main, que tu dois accepter que tu ne sauras pas tout et que si en termes d'investissement, tu attends d'avoir toutes les données, d'avoir des certitudes, ça ne marchera jamais. Et pour l'exemple de la bourse, tu es vraiment contraint d'investir sans avoir de certitude. Tu es obligé d'investir sans avoir l'assurance que ce que tu vas faire, ça va fonctionner à coup sûr. On sait que l'histoire nous a montré que les marchés montent sur le long terme, mais même ici, il y a une part de foi dans les marchés, finalement. Il y a une part de foi dans tout ça. Et même au-delà de tout le savoir, au-delà de la connaissance, peut-être qu'on en arrive à cette part de foi, on peut l'appeler comme ça. C'est comme de décider de se mettre en couple avec quelqu'un, de fonder un foyer, de se marier et de faire des enfants en 2024. C'est un acte de foi qui est énorme parce que à ce moment-là, tu te dis, dans un monde qui change autant, peu importe ce qui va nous arriver dans nos vies, peu importe les cartes que la vie, elle va nous donner, peu importe ce que le futur, le destin, appelez-le comme vous voulez, va mettre sur notre chemin, on décide de construire et on décide de rester ensemble. Et c'est quelque chose de beau. Et là, on ne peut pas tout prévoir. On prend une décision ferme avec des données incomplètes. On sait qu'on s'aime sur le moment, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On peut aussi prendre l'exemple de quand on s'associe avec quelqu'un, où souvent, des fois, c'est pire qu'un mariage. Et d'ailleurs, on se dit... avec un investisseur, avec un pote avec qui on va entreprendre, peu importe ce que la vie va nous donner, je choisis d'avancer avec toi en fait. Et mine de rien, en investissement, on peut accumuler tout le savoir qu'on veut. Il faut accepter l'ignorance. On n'a pas le choix. L'ignorance de se dire « Ok, j'accepte de m'endetter pour 20 ans dans cette ville, mais je ne sais pas ce qui va se passer pendant 20 ans ici, mais par contre, j'y crois. Sur le moment, j'y crois et j'y vais. » Et un peu comme... quand je parle souvent de spiritualité, d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse. D'ailleurs, les places pour la parenthèse indépendance sont ouvertes pour octobre 2025. Il y a beaucoup trop de pubs à l'intérieur de ce podcast. J'espère que ça vous fait marrer aussi. Pour dire que ça fait rire beaucoup de gens aujourd'hui, la religion, parce qu'elle a été largement débunkée aussi, la religion au sens large.
Et les religions ont largement été réformées depuis 100 ans. Mais en jetant les religions qui, parfois, faisaient souffrir les gens, pour le côté dogmatique, le côté règle, qui empêche aussi les gens de réfléchir. Il y a plein de côtés négatifs dans la religion, mais c'est dommage, on a jeté, comme on dit chez moi, le bébé avec l'eau du bain, on a jeté la spiritualité avec. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que la spiritualité, tout le monde en a besoin. On a parlé de PNL au début de ce podcast, du tableau des besoins. La 4e colonne du tableau des besoins, c'est la spiritualité, c'est quelle image, quelle trace je vais laisser de mon passage sur Terre. Est-ce que je crois en quelque chose qui va me transcender, qui sera plus grand que moi, du souvenir que je vais laisser? Et ça, si c'est dans le tableau des besoins, c'est que tout le monde a besoin de cette spiritualité. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Et cette spiritualité, justement, on l'a balancée avec la religion, alors que tout le monde en a besoin. Et je pense que c'est aussi ça qui, clairement, en 2024 aussi, dans notre société, fait qu'il y a des choses qui vont pas bien et qui créent un manque. Et aujourd'hui, on le voit, on a remplacé ça par des nouvelles religions comme, n'ayons pas peur des mots, le wokisme, par exemple, ou le climat. Il y a des gens qui se comportent avec le climat comme des fanatiques religieux pour cette cause-là. On le voit. Et ça fait peur, comme se comporteraient des fanatiques de la religion à une époque. Et donc peut-être qu'on n'aurait pas dû jeter la spiritualité avec la religion, et qu'on en a besoin de cette spiritualité et de cette foi, justement, et de se dire, ok, je choisis d'investir en bourse, je choisis d'acheter cet immeuble, j'ai peur, j'ai pas toutes les données, j'ai beau me former, je suis quand même un ignorant, et j'accepte que même si j'ingurgite tous les bouquins du monde, je serai quand même un ignorant. Et j'y vais. Je choisis d'y aller. Je choisis quand même d'y aller parce que j'y crois. Et au final, on en revient toujours, on le dit dans ce podcast, avec parfois une pointe de philo. Là voilà, la pointe de philo. On en revient à Socrate qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et cette citation, elle reflète vraiment cette humilité intellectuelle de Socrate qui finalement croyait que la véritable sagesse, elle se trouve dans le fait de reconnaître son ignorance finalement. Et que, avec Yann, on se faisait la réflexion d'ailleurs récemment que plus on avance dans l'investissement, plus on en sait, et finalement, plus on sait qu'on sait rien, et plus on en revient à des choses simples. Plus on a essayé de choses, des robots de trading, du crowdfunding immobilier, des obligations d'entreprise, plus on accepte finalement que tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien, et que on revient à des choses plus simples, et qu'on a la foi dans quelques grands principes. Voilà, quelques grands principes que je vais vous donner, mais investir en immobilier locatif, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est utiliser l'argent des autres, donc l'argent de la banque, pour acheter un bien, et utiliser l'argent des autres, celui du locataire, pour rembourser le crédit. Voilà ce que c'est l'immo locatif, c'est pas plus bête que ça. Investir en achat-revente, qu'est-ce que c'est ? C'est acheter en gros, acheter un lot, pour revendre au détail. Donc quand tu achètes en gros, quand tu achètes un lot, tu as un prix de gros, que ce soit c'est souvent des mètres carrés qu'on achète en immobilier ou des emplacements. Mais là, ça marche surtout pour des mètres carrés. Et quand on revend au détail, on revend avec des prix plus chers. Voilà l'achat-revente résumé. Et en ce qui concerne la bourse, on sait aujourd'hui, c'est prouvé par plein d'études que battre le marché sur le long terme, c'est impossible. Par contre, on sait que la bourse, depuis 200 ans, elle monte sur le long terme. Donc, on sait qu'on choisit d'investir dans le marché en lui-même. Et une fois qu'on a dit ça, en vrai, on a quasiment tout dit sur le sujet de l'investissement. Et il ne reste plus qu'à passer à l'action pour acquérir de la connaissance, connaître en plus du savoir. Et pas juste, pour reboucler sur les messages du départ, se focaliser sur la petite valeur gratos, le petit tips en plus qui va nous apporter l'investissement magique. Et je peux d'ailleurs vous raconter une anecdote qui m'avait fait sourire, mais d'une personne que j'avais rencontrée en séminaire, très sympa, mais qui m'avait attrapé, qui m'avait dit, limite en prenant les mains, quoi. Tony, s'il te plaît, si tu devais me donner là, maintenant, tout de suite, un seul tips, un seul conseil qui pourrait changer ma vie, qu'est-ce que ce serait ? Et comme si j'étais le Christ, quoi, et que par apposition des mains, j'allais lui révéler un truc magique qui allait changer sa vie. Mais voilà, à part les cheveux et la petite barbe, la ressemblance s'arrête là. Et la vérité, c'est que ça marche pas comme ça.
Je peux pas lui donner un truc, un enseignement magique qui va changer sa vie. Ça marche pas comme ça. Ce qu'il faut, en définitive, c'est passer à l'action. C'est tout ce qu'il y a à faire. La réponse à vos questions, la vérité, elle se trouve toujours dans l'action. On peut penser à des tonnes de trucs, on peut avoir des grandes théories sur des tonnes de choses, des grandes idées, des belles idées. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait de nos idées. Donc malheureusement, j'ai pas le secret de la vie, je suis désolé. Et je sais pas ce qui se passe dans l'au-delà quand on s'en va, mais ce que je sais, c'est que pour l'instant, on expérimente une vie physique et que dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde de matière. Et si on veut organiser cette matière autour de nous pour vivre dans l'abondance, pour réussir à attirer les choses qu'on veut à nous, il faut agir sur cette matière. Et pas que la matière grise qu'on a dans la tête. Il faut agir sur le monde, il faut bouger, il faut entreprendre, il faut faire des choses. Et c'est là et seulement là que se construira le futur qu'on veut voir arriver dans notre vie. Et donc avant de conclure ce podcast, vous l'aurez compris, j'ai pris un parti pris assez fort en faisant l'apologie de l'ignorance. Bien entendu, je vais quand même nuancer un peu. Je ne vous parle pas d'une ignorance totale, voire même du désintérêt ou de la passivité pour une discipline qui finit par vous conduire chez un petit CGP pour placer votre argent et vous retrouver à signer des contrats avec des frais énormes sans rien comprendre à ce que vous faites. Bien entendu, c'est pas ça. Et c'est là où elles sont, les limites du plus t'es con, plus t'es bon en muscu. Si on reprend l'exemple de la muscu, à un moment, il faut arrêter de se poser des questions, il faut soulever de la fonte, mais il faut aussi bien se connaître et connaître ses limites pour pas aller se faire mal, se faire une déchirure qui nous mettrait hors circuit pour des mois ou même des années, ou pire, qui nous ferait complètement abandonner. Pour mon immeuble de Saint-Étienne, je sais que je suis allé au-delà de ma limite, par exemple. J'ai failli abandonner, c'était très très dur. Je suis allé beaucoup trop loin. Il faut un minimum de savoir, bien sûr, mais celui qui permet de passer à l'action, celui qui permet d'avancer, parce que de toute façon, la vie, qu'on le veuille ou non, elle nous enverra des calottes. Il faut juste faire en sorte qu'elle ne soit pas trop forte pour que vous puissiez vous relever et continuer d'avancer. Et voilà, on est français, on a appris depuis tout petit que chaque erreur est sanctionnée, alors que faire des erreurs, c'est souvent aussi l'une des meilleures façons d'apprendre, de bien apprendre. Et ils sont nombreux, les entrepreneurs célèbres ou pas célèbres, qui ont appris à la dure. Et j'en fais partie. Et en choisissant d'avancer et en acceptant de pas avoir justement toutes ces connaissances, de pas avoir toutes ces cartes, on se retrouve souvent face à des défis qu'on n'avait pas prévus. Mais ça va être aussi nos propres erreurs qui vont forger notre expérience, qui vont forger notre réussite à long terme. Et c'est aussi là que va entrer en jeu votre résilience face aux erreurs. Et c'est pour ça que j'insiste encore vraiment sur le fait de bien se connaître, de commencer petit et d'y aller step by step pour pas se brûler les ailes. Et donc voilà, on en arrive déjà à la conclusion de ce podcast. Bon, vous l'avez compris, le message que j'ai voulu faire passer dans cet épisode, c'est que l'action, quoi qu'il arrive, l'action, elle prime sur la théorie. Parfois, trop réfléchir, ça peut paralyser, ça peut empêcher l'action. Et franchement, je compte plus le nombre de copains, d'auditeurs, de coachés, de personnes qui me contactent et qui ont passé des années à se former sans franchir le pas. Alors bien sûr, dans certains domaines, l'ignorance, c'est pas une option, on l'a dit, pour la fiscalité ou pour la loi. Là, il faut faire vos devoirs, il faut faire les choses comme il faut. Il faut avoir le bon niveau de savoir et de connaissance. Et c'est justement là où je vais faire la différence entre une ignorance volontaire et une ignorance choisie. Il y a des choses que vous devez savoir, mais pour d'autres choses, vous pouvez décider, vous pouvez choisir de rester ignorant. Et dans l'entrepreneuriat et l'investissement, il y a des moments où c'est intelligent de rester ignorant parce que sinon on n'y va jamais. On a trop peur et on passe pas à l'action. Et il faut accepter de prendre des décisions difficiles avec les données du problème qui sont incomplètes. Et finalement, c'est encore ici qu'on peut faire une dernière fois l'éloge de cette ignorance. Cette action brute, presque naïve, qui pousse à aller de l'avant, quitte à apprendre de ses erreurs. C'est ça que c'est au fond. Et cette ignorance choisie, elle nous protège de un peu de cette paralysie du doute où quand on en sait trop, on peut se perdre dans les détails ou hésiter indéfiniment à agir. Et c'est pour ça qu'on voit certaines personnes réussir alors que elles n'avaient pas du tout conscience des obstacles à venir. Et vous connaissez l'adage, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça donne à réfléchir. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, vous le savez,
Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.